concernant la problématique de la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, il faut faire un certain rappel pour faire en quelque sorte un peu de pédagogie que les gens comprennent. Actuellement, la majorité des Maliens, en tout cas des membres des pays de l'AES, sont d'accord avec le panafricanisme. Mais il y a certains qui ne sont pas d'accord. Je pense qu'à ceci aussi, il faut donner des explications. Parmi eux, il y en a qui ne sont pas d'accord parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a d'autres, bien sûr, qui font de la politique, qui sont dans un jeu qui est contraire aux intérêts de notre pays. Ça, c'est leur droit aussi. Je pense qu'il faut laisser tout le monde s'exprimer et combattre avec les idées. Qu'est-ce que je voudrais dire à l'intention de tout le monde pour que les uns et les autres comprennent? Il faut d'abord savoir que le Mali, c'est un pays profondément panafricaniste. Dans toutes nos constitutions, il est écrit qu'on est prêt à abandonner une partie de notre souveraineté pour construire l'unité africaine. Deuxièmement, dans le même ordre d'idée, toutes les organisations sous-régionales, le Mali a été fondateur ou initiateur. L'OIA, notre premier chef d'État, président Modibo Keïta, était l'un des fondateurs de l'OIA. Les organisations qui sont venues plus tard, comme la CENSAD, la CEDEAO et d'autres organisations, le président Moussa Traoré était à la fondation, il était l'un des initiateurs. Spécifiquement concernant le cas de la CEDEAO. Vous savez que la naissance de la CEDEAO, l'idée a germé en République du Mali, lorsque le président de la République fédérale du Nigeria, le général Yakubu Gowon, a fait une visite en République du Mali. C'est à l'issue de ces échanges avec le président Moussa Traoré qu'ils ont estimé que les barrières entre les pays africains de l'Ouest, les barrières linguistiques, les frontières, tout ça, c'est le colonisateur qui a décidé. Donc, il faut trouver un moyen pour que les Africains développent entre eux les relations économiques, au-delà de ces considérations politiques ou de divergences idéologiques. Cette idée a été partagée avec les autres chefs d'État qui étaient majoritairement militaires. Au Niger, c'est Nkounté. À l'actuel Burkina, c'était Sangouli Lamizana et d'autres chefs d'État. Donc les militaires ont fait le lobbying auprès des chefs d'État africains. Et lorsque la majorité a partagé cette idée, ils ont décidé de fonder la CEDEAO au Togo. C'est le président Yadema qui a présidé la séance fondatrice de la CEDEAO. Donc le Mali est mal placé pour casser une union qu'elle a contribué à créer. Mais de quoi il s'agit? C'est qu'à partir des années 90, dans la foulée de ce qu'on appelle la démocratisation, j'ai expliqué plusieurs fois aux Africains que cette question de démocratie a été imposée en Afrique comme une camisole de force qu'on est venu nous mettre. C'est pourquoi vous aurez constaté que tous les pays francophones dans lesquels on a changé les régimes politiques à partir de cette conférence de la Boldy de la démocratisation, dans tous ces pays, sans exception, on a assisté à la destruction de l'armée, à la destruction des articulations des systèmes éducatifs, à des guerres civiles et des coups d'État à répétition. Le Congo, le Rwanda, le Burundi, le Tchad, l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, il n'y a aucune exception. Les seuls pays où il y a un semblant de stabilité, c'est les pays où ils n'ont pas pu changer les régimes politiques. Donc ce n'était pas une question de démocratie. Mais on a travaillé les mentalités des gens au point qu'ils nous font avaler ce qu'ils veulent. Donc à partir des années 90, ils sont arrivés à faire passer à la CEDEAO l'idée selon laquelle on fait maintenant de la politique. Quand un régime politique change, il faut prendre des changes suivant ce qu'ils appellent les voies non constitutionnelles. Il faut prendre des sanctions contre ce pays. Mais même dans ces sanctions, il n'y avait pas cette question d'embargo. Ça n'a jamais été prévu dans les textes de la CEDEAO. Malgré tout, qu'est-ce qu'on a constaté? En 2021, la CEDEAO ici est allée de violation en violation.
D'abord, quand il y a eu le changement du régime le 18 août 2020 au Mali, est-ce que vous savez que ce n'est pas la conférence d'État, des chefs d'État de la CEDEAO qui peut sanctionner un pays, mais c'est le président de la commission, un fonctionnaire, qui décide de sanctionner un État souverain qui est le Mali, après le changement de régime du 18 août 2020. Mais cela ne l'a pas suffi. Quand il y a eu, on a fait la rectification. Quand la France a décidé de nous mettre à genoux, la CEDEAO a été mise en plein là-dedans pour jouer le jeu. Le représentant de la CEDEAO ici a commencé à démarcher certains responsables politiques, la classe politique, pour les pousser à refuser tout accord avec le gouvernement de transition. Nous l'avons suivi. Lorsque nous avons eu tous les éléments, nous avons demandé à la CEDEAO de changer le représentant, parce qu'il est en train de se livrer à des activités incompatibles avec sa mission officielle. Ils ont fait traîner pendant un mois dans l'espoir de renverser le régime. Parce qu'ils faisaient croire aux hommes politiques qu'il ne faut pas qu'il y ait un accord, parce que si les Maliens s'entendent, la CEDEAO serait mal fondée pour prendre des sanctions. Lorsque nous avons vu leur mauvaise foi, nous l'avons renvoyé, on l'a déclaré personne non grata. Il y a des ambassadeurs qui se sont émis, qui sont même venus chez moi. Il y a un ambassadeur qui est venu faire l'avocat pour lui. Cet ambassadeur-là, je lui ai dit que ce représentant de la CEDEAO s'occupe des activités incompatibles avec sa mission officielle. Et il n'est pas seul. Je l'ai mis en garde, cet ambassadeur-là. Après, j'ai donné des consignes qu'il fallait au ministre qu'il faut pour le convoquer et le mettre en garde. Il a été renvoyé après, vous le savez tous. Parce qu'il a commencé avec son chef d'État à s'ingérer de façon flagrante dans nos affaires intérieures. Maintenant, pour revenir à la CEDEAO, c'est que chaque fois qu'il y avait des sommets de la CEDEAO, c'est le président français, c'est les médias français qui annoncent pratiquement les conclusions. Donc, quand les sanctions là devaient être prises, les sanctions illégales et illégitimes contre le peuple malien, elles ont été annoncées bien avant. Et quand elles se sont tenues, vous avez vu la sortie des Maliens le 14 janvier 2022, qui est appelée maintenant la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Les Maliens ont dit non. Et qu'est-ce que nous avons constaté? La CEDEAO a commencé à violer ses propres règles. D'abord, quand ils ont pris l'embargo, comme c'est illégal et illégitime, ils se sont précipités pour manipuler et faire endosser ça à l'Union africaine. La France a intervenu pour faire adopter ça à l'Union européenne. Mais quand ils sont allés à l'ONU, par 2 fois, la Russie et la Chine ont posé leur veto parce que c'est illégal. Parce que les pays sans littoral comme le Mali, il n'y a aucun texte de la CEDEAO qui autorise cet embargo. D'abord, les textes de la CEDEAO, les règlements et les statuts de la Banque centrale interdisent cet embargo financier qu'ils ont fait contre notre pays. L'UEMOA, la même chose. D'ailleurs, nous avons pris des avocats à la Cour de justice de l'UEMOA. Le Mali a gagné son procès. Mais les chefs d'État ont refusé d'appliquer. Bon, vous voulez faire la loi dans un pays, vous violez vos propres lois. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral, que le Mali a ratifiée en 1987, qui interdit formellement un embargo contre un pays sans littoral. Donc, de violation en violation, leur objectif, c'était rentrer dans un système de rapport de force pour renverser le gouvernement malien. Donc, nous avons compris que finalement, la CEDEAO a quitté sa vocation d'organisation économique et financière pour devenir une organisation politique manipulée par des présidents extra-africains. Nous avons fait les mises en garde nécessaires. Ils n'ont pas compris. Ils ont pris ces embargos contre le Mali. Ils sont allés jusqu'aux Nations Unies, tenir un sommet de la CEDEAO aux Nations Unies, violation sur violation. L'embargo du Mali n'a pas pu avoir gain de cause. Le Burkina a tenu. Maintenant, le cas du Niger. C'est le cas du Niger qui est extraordinaire. Ils ont pris contre le Niger l'embargo le plus dur, illégal, illégitime, inhumain. Des enfants mouraient dans les hôpitaux. Les gens mouraient de faim. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a sauté le pas? Parce que c'est très important que les Africains comprennent cela. Au Mali, le terrorisme a duré des années. Ils ont créé une force qu'ils appellent le G5 Sahel. Tout ça, c'était créé et manipulé par la France. La CEDEAO a demandé pendant 4 ans 400 millions de dollars pour faire fonctionner le G5 Sahel. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent.
Et voilà que brusquement, contre le Niger, la CEDEAO trouve 3 milliards de dollars mobilisés en quelque temps pour financer les activités de la force d'attente. Laquelle force d'attente dormait depuis 2012. Parce que cette force d'attente-là, elle était créée en avril 2012, à l'investiture du président du Sénégal, en avril 2012. Et depuis, elle est en train d'attendre, elle dormait. Elle a décidé de se réveiller en 2023 contre le Niger. Les activités ont continué, les démarches, nous avons téléphoné, on a fait toutes sortes d'interventions. Mais la réalité, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO se sont transformés en commis auxquels le président français donnait des instructions. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'au sein de la CEDEAO, même une partie des cotisations, c'est l'Union européenne qui les paye. Dans les bureaux de la CEDEAO, il y a des bureaux pour des officiers qui reprennent l'Union européenne. Même les officiers qui reprennent les pays de la CEDEAO au sein de leurs bureaux là-bas. Nous savons que c'était de l'espionnage que l'Union européenne faisait. Quand ils font les sommets, quand vous regardez les sommets de la CEDEAO, c'est des fonctionnaires et des ministres des pays étrangers qui assistent aux réunions. On se demande si c'est pour le Mali, si c'est pour l'Afrique ou bien c'est pour l'Union européenne et d'autres puissances. Donc la CEDEAO n'avait aucune indépendance de décision. Donc les objectifs des pères fondateurs ont été totalement mis au second plan pour faire de la politique politicienne. Cela ne leur a pas suffi. Ils ont trouvé les 3 milliards pour mobiliser une force militaire et agresser le Niger, renverser le régime pour mettre à la tête de ce pays les gens qu'ils voulaient. Mais lorsque le 27 janvier, parce que ça c'est important que les gens comprennent, nous avons eu les preuves qui se sont organisées pour faire une agression militaire contre le Niger et renverser le régime. Mais après le Niger, ça va être le Burkina. Après le Burkina, c'est le Mali. Ils vont tuer dans l'œuf ce sentiment panafricain des Africains. Même ceux qui sont sur la ligne vont se décourager après. Mais une force militaire pour venir tuer des Nigériens, non seulement vous avez tué des Nigériens à l'hôpital, maintenant tuer la population pour mettre au pouvoir quelqu'un que vous voulez. Mais nous nous sommes réunis. Le 28, on est sortis ensemble et nous avons mis en garde. Le Mali, le Burkina Faso se sont arrêtés à côté de leurs frères et nous avons mis les pays de la CEDEAO en garde. Celui qui touche au Niger, nous allons considérer qu'il a été en guerre contre nos 3 pays. C'est ce qui les a fait réfléchir. Ils ont voulu entraîner le Tchad dans cette guerre-là, ça n'a pas marché. Nous avons tout analysé. Une guerre physique, agresser le Niger. Mais cette sortie-là, ce n'est pas parce que on a décidé, les présidents de l'AES ne se sont pas levés du jour au lendemain pour sortir. La preuve, c'est que le Mali a fait 2 ans dans ça, le Burkina a fait 1 an ou 2 ans dans ça, mais c'est à la fin, ils ont décidé de passer à une étape supérieure. Imaginez-vous quand il y a eu le changement de régime au Niger, on dit qu'il y a un comité de défense en France. Quand il y a eu le changement de régime dans un autre pays africain, ils disent qu'ils suivent avec attention. Mais ça, c'est quoi ça? Nous avons dit qu'on ne va pas venir nous imposer en utilisant des Africains qui n'ont aucun respect, parce que nous connaissons l'histoire. Vous savez, chaque fois que l'Afrique prend des grandes voix, ils interviennent. Vous savez, en Afrique, quand on a créé le grand mouvement panafricaniste, le RDA, c'est à Bamako que c'est né. Quand on veut créer les organisations sous-régionales, les initiatives viennent de Bamako. Nous avons le sens de l'histoire. Parce que tous ces pays de la sous-région sont des entités qui émanent de l'éclatement des grands empires comme le Ghana, le Mali, l'empire Songwe. Par exemple, vous prenez le Dahomey. Ce que les gens ne savent pas, Dahomey c'est un nom Songwe. Dahomey, ça veut dire en Songhai, ça veut dire là où la limite de la terre. Tout le nord du Bénin, là, le Dendi, là, ça c'est l'appellation Songhai, c'est l'est, ça veut dire en Songhai. Les Burkina, quand vous prenez par exemple le mot Burkina, c'est un mot certes moré, mais c'est un mot Songwe. Burkina, ça veut dire un homme intègre en Songhai. Donc toutes ces entités-là, c'est les mêmes entités géographiques. C'est les colonisateurs qui nous ont divisés. Le Niger, à la veille de l'indépendance, il y a une partie du Mali qui a failli aller au Niger. Moi, j'étais à la mosquée d'Agadez en 2023. Elle a été construite vers les années 1450-1500. Mais cette mosquée-là, c'est Askia Mohamed qui l'a construite.
Ça veut dire qu'on est les mêmes peuples. Et nous, au Mali, on a le sens de l'histoire dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous patientons, nous observons, mais il y a des limites. On n'accepte pas qu'on nous marche sur les pieds ou qu'on traite les pays africains comme des manqueries. Il y a un éveil de conscience auquel le gouvernement malien s'est dédié. Et nos frères se sont ajoutés à nous. Donc nous avons décidé de sortir ensemble et mettre en garde les Africains qui font le nègre de service pour les Occidentaux. C'est tout. Pour le reste, là, il n'y a pas de problème. Nous avons dit à tous nos frères africains, laissez-nous tranquilles. On laisse chaque pays choisir sa voie de développement comme il veut. Ne nous laissez pas instrumentaliser pour être dans des jeux géopolitiques, géostratégiques d'autres pays. Les conflits entre les grandes puissances, là, vraiment, c'est pas notre... On cherche à régler nos problèmes. Et nous avons dit que l'AES peut travailler avec la CEDEAO. Le fait qu'on fait notre alliance, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler avec la CEDEAO. Le panafricanisme peut continuer. La preuve, c'est que récemment, quand le président du Ghana a été élu, il a invité les présidents de l'AES qui sont partis. Le président du Burkina Faso est parti. Les autres présidents ont envoyé les premiers ministres. Donc, vraiment, il n'y a aucun problème. Ceux qui sont en train de dire, ah oui, si on sort de la CEDEAO, on va être ceci, on va être cela. Mais on existait avant la CEDEAO. Il n'y aura aucun problème. Maintenant, on veut faire peur aux gens comme si c'est la fin du monde. Il y aura des difficultés, mais c'est dans les difficultés qu'une nation se forge. Les facilités. Nous faire peur à cause des difficultés là, c'est une façon de nous introduire dans l'esclavage mental et intellectuel. Nous n'allons pas l'accepter. Donc, coopération, vive la coopération entre l'AES et les pays de la CEDEAO, mais non à une désintégration de l'AES pour aller intégrer une organisation soumise aux instructions et aux injonctions des pays étrangers. Comme je vous l'ai dit, la CEDEAO n'était plus dans son rôle. Et même ils le reconnaissent maintenant, mais c'est trop tard. Nous, on ne peut plus venir nous battre tout le temps, parce que là-bas, il faut un consensus. Ils vont toujours démarcher les gens, ils vont venir en réunion, mettre en minorité, imposer leur volonté. On n'est pas dans ça. Qu'on nous laisse en paix, on va travailler comme des amis. Chacun travaille dans son pays. Le terrorisme était au Mali. Au début, on disait que c'est le Mali. On a créé la force d'attente là pour lutter contre le terrorisme au Mali en 2013. Le terrorisme était confiné au nord du Mali, mais après, ça a regagné le Burkina, le Niger. Maintenant, c'est le Bénin. Mais il faut que les Africains réfléchissent. Moi, je crois qu'il faut qu'on comprenne. Je l'ai dit déjà à des ambassadeurs ici que j'ai réunis. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a une nouvelle génération en Afrique qui n'acceptera plus ce qui s'est passé. Et que ceux qui sont en tout cas à la tête du Mali, ils ont un coefficient intellectuel. Et je crois à la tête de tous les pays de l'AES, un coefficient intellectuel qui est largement au-dessus de ce que ces colonisateurs la pensent. Il faut qu'ils arrêtent cette façon et de faire peur à nos populations. Il n'y a aucun problème. Nous allons travailler avec la CEDEAO en tant que pays de l'AES, les pays qui veulent travailler avec nous, mais ceux qui se mettent au service de l'étranger, ils vont nous trouver sur leur chemin. Nous n'accepterons plus qu'on se serve de quelqu'un pour venir nous esclavagiser.